Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, on est samedi, c'est le jour où je réponds aux questions. Alors j'ai reçu pas mal de questions, une question de Jennifer, on va voir s'il faut montrer son visage, commencer par un podcast, ensuite on va parler d'élasticité prix, trouver le bon prix pour ses formations. On va aussi parler de procrastination, comment réussir à se bouger, comment choisir sa thématique, est-ce qu'il faut choisir plutôt sa passion, est-ce qu'il faut choisir son domaine de compétences, est-ce qu'il faut s'adapter au monde des autres ou est-ce qu'il faut trouver des personnes qui vont elles s'adapter à nous. On va parler de toutes ces choses-là. Juste avant de commencer, si t'écoutes ce podcast le jour de sa sortie, c'est-à-dire samedi, j'ai fait un pack de 5 formations qui s'appelle le pack vente. C'est mes 5 meilleures formations sur la vente, qui sont les 5 au tarif d'une formation. Donc pour le prix d'une formation, t'en as 5, t'as mes 5 meilleures formations sur la vente. C'est simplement disponible jusqu'à ce soir. Ce soir, ce sera retiré. C'est pour ça que je t'en parle en début de podcast. Donc simplement, si t'en as pas encore profité, t'as un lien en description. C'est le premier lien. Tu peux en profiter avant ce soir. Tu vas arriver sur le petit descriptif. Tu vas voir exactement ce que tu vas trouver là-dedans. Je pense que tu vas en avoir pour ton argent si tu cherches un moyen de trouver des clients, de trouver des produits à vendre, de trouver des idées, de créer ces produits-là, créer de la formation, créer des produits qui vont se vendre dans ta thématique, dans ce que tu fais si tu es créateur de contenu et de créer un business model rentable, de créer une clientèle qui va te suivre sur le long terme et d'avoir des résultats. On va commencer tout de suite par la question de Jennifer. Alors juste avant de commencer... je préfère être honnête avec toi, j'ai un niveau d'énergie cette semaine qui est particulièrement bas. Et donc c'est difficile pour moi de transmettre cette énergie dans le podcast. Donc je vais faire de mon mieux. Là je donne vraiment tout ce que je peux donner aujourd'hui. Je le mets là-dedans, je le mets dans ce podcast. Mais si au bout d'un moment tu sens que je commence à me fatiguer, il faut pas m'en vouloir. Il y a des jours comme ça où juste j'ai du mal. Donc on va commencer tout de suite par la question de Jennifer. C'est parti. Salut Antoine, je suis Jennifer et je te contacte car j'ai enfin décidé de créer mon entreprise en ligne, de créer ma chaîne YouTube, de créer une activité. Moi, ça serait dans les conseils en écriture pour les débutants. Et ma question, c'est la suivante. J'ai pas mal d'appréhension à créer des vidéos et à montrer mon visage en ligne. Je voudrais savoir si, à ton avis, on pourrait commencer directement par un podcast, sans montrer son visage, en étant anonyme, en donnant seulement son prénom. Est-ce que pour toi, ça permettrait quand même de créer un lien avec son audience, de les fidéliser, ou est-ce que montrer son visage, ça te semblait nécessaire ? Merci beaucoup en tout cas pour ce que tu fais et continue, t'es au top. Merci Jennifer. Alors moi j'ai envie de te dire une réponse qui va pas forcément t'aider. C'est une réponse de cœur, c'est je trouve que tu as une voix de podcast. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que hier j'écoutais un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Transfert. C'est un podcast où c'est des gens qui viennent raconter leur histoire. Et le podcast commence toujours par la fille, enfin la présentatrice du podcast qui va t'expliquer un petit peu, qui va te donner un petit peu le ressenti sur l'histoire qui va suivre. Et rien que ça, en fait, ça te met déjà dans une ambiance. T'es déjà emporté par l'histoire alors que l'histoire n'a même pas commencé, simplement grâce à sa voix. Et quand une voix, je trouve, est très profonde, l'image n'est pas forcément un plus. C'est-à-dire qu'au contraire, l'image peut un petit peu casser ce truc-là. Quand une voix est très profonde et quand t'as une belle voix, en gros, je pense que le mieux c'est de la laisser telle quelle. C'est-à-dire c'est d'avoir juste la voix, pour pouvoir en profiter au maximum. Donc moi j'aurais envie de te dire de faire un podcast. Maintenant il faut être honnête. Le podcast, c'est difficile de se faire connaître sur un podcast quand tu débutes. Tu as 3 façons de te faire connaître sur un podcast. La première, c'est d'être mis en avant, par exemple, sur la plateforme d'Apple Podcast, tu vois, d'être choisi par l'équipe éditoriale. Mais bien sûr, ça t'as aucun contrôle dessus, donc on va pas baser une stratégie sur quelque chose sur lequel tu n'as pas le contrôle. La deuxième option, c'est le bouche à oreille, et je pense que c'est comme ça que la plupart des podcasts deviennent populaires. C'est-à-dire qu'un podcast, c'est vraiment, t'en parles à un ami, tu dis ouais, je suis tombé sur ce podcast, beaucoup plus d'ailleurs qu'une chaîne YouTube. Je sais pas si t'as remarqué. Si t'écoutes des podcasts, moi je sais que je parle plus souvent de podcasts à mes amis que de chaîne YouTube, parce que chaîne YouTube, il y en a énormément, tu vois. Les podcasts, c'est vraiment quelque chose, tu le découvres, t'es vraiment content quand t'as découvert un bon podcast, donc t'en parles à tes amis.
Et puis la troisième façon de faire connaître un podcast, c'est simplement d'avoir une autre plateforme à côté, par exemple un compte Instagram qui marche bien, ou alors une chaîne YouTube, et puis d'envoyer les gens dessus, un peu comme Casey Neistat a fait pour son podcast qu'il fait avec sa femme. Il a fait, il en a parlé évidemment dans ses vidéos, et c'est ça qui a permis au podcast de se faire connaître très vite et d'avoir l'audience très vite. Si t'as pas ces choses-là, c'est un petit peu difficile de démarrer en podcast. Une chose que tu peux faire, c'est de faire comme moi, c'est-à-dire de publier tes podcasts partout, y compris sur YouTube. Alors évidemment, si c'est pas fait pour YouTube, s'il y a pas d'image, ça va pas forcément très bien marcher sur YouTube. Si ce que tu peux faire sur YouTube, l'avantage de YouTube, c'est que YouTube t'apporte une audience. Voilà, quand tu sais très bien, quand tu circules sur YouTube, le but de YouTube, c'est que tu passes un maximum de temps sur la plateforme, ils vont te mettre toutes les suggestions de vidéos à droite, à la fin de ta vidéo, ils vont te lancer automatiquement une autre vidéo, donc c'est très facile de découvrir de nouvelles personnes sur YouTube, j'en découvre quasiment tous les jours, tu vois, en me baladant un petit peu, et tu vas forcément avoir des vidéos, surtout si tu fais des vidéos de type tutoriel, tu vas sûrement avoir des vidéos qui vont devenir populaire sur YouTube. Donc ce que tu peux faire, et une stratégie que je pourrais te conseiller, c'est si tu as imaginons que tu as deux types de vidéos. Tu as des vidéos qui soient très pragmatiques, tutoriels, par exemple comment écrire un roman, comment faire ceci. Bon, je connais pas bien les tenants, les aboutissants de ta thématique, mais voilà, t'as des trucs qui font très tutoriel. Ces trucs-là, ça marche très très bien sur YouTube. Donc ce que tu peux faire sur YouTube, si tu veux pas montrer ta tête et si tu veux utiliser ça, c'est de faire par exemple des PowerPoint. Alors tu vas pas faire un PowerPoint en mode résultat trimestriel du chiffre d'affaires de la boîte avec les trucs, avec les diagrammes et les trucs en 5 points, ça c'est chiant. Tu vas faire des PowerPoint qui vont illustrer ce que tu dis. Donc tu vas mettre des images, tu vas mettre peut-être des dessins, tu vas mettre par exemple si tu parles d'écriture, tu vas mettre des phrases avec le mauvais exemple, les trucs à pas faire, les trucs à faire, etc. Tu vas utiliser le PowerPoint pour appuyer, pour illustrer ce que tu es en train de dire. Regarde, il y a un formidable bouquin là-dessus, c'est The Presentation Secrets of Steve Jobs, je crois que ça s'appelle comme ça, tu tapes Steve Jobs présentation sur Amazon, tu vas trouver ce truc-là. C'est un excellent bouquin sur comment Steve Jobs savait faire des présentations magiques. Et il parle notamment justement de l'aspect PowerPoint, qu'est-ce qu'il mettait sur les slides et pourquoi ces slides ressemblent pas du tout aux slides que tu vas voir dans les comités d'entreprise qui endorment tout le monde. D'ailleurs, Steve Jobs détestait les PowerPoint, il voulait pas qu'on fasse des PowerPoint, mais lui il en faisait quand même pour ses présentations. C'est bien la preuve qu'il y a des bonnes façons de faire des PowerPoint, il y a des façons intéressantes de faire des PowerPoint. Le but d'un PowerPoint, c'est pas de se soustraire à ce que tu dis, c'est d'illustrer ce que tu dis, d'apporter quelque chose en plus. Tu peux aussi dessiner, par exemple, sur un tableau noir, sur un tableau blanc. Tu peux utiliser pour ça l'application pour iPad Explain Everything. C'est ce que moi j'utilise pour mes formations, par exemple. Tu peux faire des dessins. Il y a un gars sur YouTube qui s'appelle Colabim, c'est le frère de Dirty Biology, qui s'est fait connaître très très vite en faisant des dessins. Alors ok, il a aussi il y a aussi son frère qui a parlé lui et qui est déjà populaire, ce qui a bien surjoué, mais il fait des bonnes vidéos et la grosse partie de la qualité de ces vidéos viennent justement du dessin. Donc c'est pas parce que tu montres pas ta tête que tu apportes moins de valeur aux gens. Au contraire, tu peux apporter davantage de valeur, ne serait-ce que par ta voix, la qualité de ce que tu racontes dans un podcast par exemple, et par les illustrations que tu vas mettre à la place de ta tête sur YouTube. C'est très facile finalement de se filmer et de parler. Ce qui est plus difficile, c'est de trouver des illustrations qui vont bien avec ce qu'on raconte. C'est plus de travail, mais ça peut aussi faire des vidéos qui vont très très bien marcher. Donc un truc que tu peux faire, ce que peut-être moi je ferais si j'étais à ta place, c'est que d'un côté je ferais un podcast un petit peu quotidien, tu vois, un peu comme moi je fais, c'est-à-dire hop, je parlerai un peu de ce qui me passe par la tête, ce qui peut aider les gens, etc. Je partage beaucoup de choses. Et puis peut-être à côté, une chaîne YouTube sur laquelle je publie des vidéos très travaillées, avec des dessins, des illustrations, des choses que qui vont vraiment apporter de la qualité aux vidéos, des vidéos qui sont sous forme de tutoriels, qui peuvent cartonner. Et dans chacune de ces vidéos, à la fin, je fais un appel à l'action en disant aux gens, voilà, venez, si vous voulez m'écouter tous les jours, j'ai un podcast qui parle de ça. Ensuite, j'espère que j'ai pu répondre à ta question, Jennifer. Ensuite, j'ai une question de Léo. C'est parti. Salut Antoine, moi c'est Léo, j'ai 18 ans et aujourd'hui j'avais une question concernant le business model que tu prônes, c'est-à-dire que tu prônes un business model dans lequel tu vas vendre des formations qui vont coûter assez cher à une très petite audience. Et moi, je voulais savoir tout simplement si tu pensais que c'était possible de vendre des produits, qu'ils soient physiques ou même numériques, à des prix beaucoup moins chers, par exemple 27 €, à une audience peut-être un petit peu plus grande, d'essayer de développer une audience un petit peu plus grande, mais de le faire non pas via la pub, comme beaucoup de gens le font, par exemple en vendant des produits en dropshipping, non pas avec de la pub, mais en faisant des vidéos YouTube, c'est-à-dire en attirant les gens vers des produits qui vont coûter un petit peu moins cher. Est-ce que tu penses que c'est un business model qui peut être viable? Parce que moi, le business model que tu prônes, je l'adore et il y a vraiment plein de choses à en retirer. Malheureusement, voilà, j'arrive pas trop à m'en sortir dans ma thématique et je me demandais si cette solution pouvait être une bonne alternative, donc c'est-à-dire vendre plus de produits peut-être à un tarif moins cher. Voilà, c'était ma petite question. Continue c'était surtout ta FAQ parce que c'est moi aussi mes épisodes préférés. Top, bonjour Léo. Alors,
Ce que tu me dis là, c'est que aujourd'hui, tu as un petit peu de mal à vendre des produits à un tarif que tu juges cher, et donc tu voudrais essayer de trouver une solution en vendant des produits moins chers, par exemple 27 €, à une audience du coup plus grande. Alors ce qu'il faut bien comprendre, on va faire des petits calculs ensemble, c'est ça que je te propose aujourd'hui, simplement des petits calculs. Je vais pas te dire ce que tu dois faire, on va faire des petits calculs. Il faut bien comprendre la notion d'élasticité prix. Élasticité prix, c'est quoi? C'est ce qui permet de trouver le bon prix. Un bon prix, alors imagine un élastique, tu vois, un élastique, tu le tires, et au bout d'un moment, tu l'as trop tiré, il casse. Le meilleur prix, c'est le prix quand tu as tiré au maximum, mais juste avant que ça casse. C'est-à-dire, c'est le prix maximum qu'un maximum de gens sont prêts à payer. Et dès que tu as dépassé ce prix-là, bah, tu perds tellement de gens que finalement, ça vaut plus le coup, même s'il reste des clients. Et quand tu es avant ce prix-là, bah, finalement, tu as des gens qui auraient été prêts à payer plus cher, donc tu passes aussi à côté d'une partie de ton chiffre d'affaires. Donc, je te propose qu'on fasse un petit calcul tous les deux. Imaginons que ton objectif, ce soit 5 000 € par mois de chiffre d'affaires. Voilà, c'est un bon objectif déjà pour démarrer. Tu dis voilà, moi j'aimerais faire 5 000 € par mois de chiffre d'affaires, comme ça je suis libre. Je peux quitter mon job si tu as un job, je peux me lancer à plein temps dans mon truc et je peux bien gagner ma vie avec et mettre de côté et créer des grands projets et m'amuser. Bref, super objectif, 5 000 € par mois. Combien de formations à 27 € ou de produits à 27 € il faut vendre pour faire 5 000 € par mois? Bah, j'ai fait le calcul à ta place, il faut en faire 185. Ça veut dire quoi 185? Ça veut dire en moyenne 6 ventes par jour. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses 6 ventes par jour de produits à 27 € si tu veux faire 5 000 € par mois. Maintenant, imaginons que tu vends un produit à 100 €, donc on est déjà nettement plus cher. Combien tu as besoin de faire de ventes pour arriver à 5 000 € par mois? Tu n'as plus besoin de faire 185 ventes, tu as besoin de faire 50 ventes. 50 ventes, ça revient à quoi? Ça revient à peu près 3 ventes tous les 2 jours. En 2 jours, tu fais 3 ventes. C'est déjà plus digeste que faire 6 ventes par jour. Et puis ensuite, imaginons que tu vends un produit peut-être plus gros, un pack, quelque chose, à 300 € et que cette fois-ci, tu veuilles toujours atteindre les 5 000 €. Combien tu vas devoir faire de ventes? Est-ce que tu vas devoir faire 185 ventes? Non. Est-ce que tu vas devoir faire 50 ventes? Non. Tu vas devoir faire seulement 16 ventes. C'est-à-dire qu'en 16 ventes, ça correspond à peu près à une vente tous les 2 jours, tu vas atteindre le même chiffre d'affaires qu'en faisant 185 ventes à 27 €. Donc ce qu'il faut bien comprendre, la vraie question à se poser, c'est est-ce que c'est plus facile pour moi de faire 16 ventes à 300 € ou de faire 50 ventes à 100 € ou est-ce que c'est plus facile pour moi de faire 185 ventes à 27 €? Et tu vas me dire, mais attends, j'ai juste à multiplier mon audience par 5 ou 6, c'est pas si compliqué que ça, je peux le faire. Bah c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que le problème, c'est que les stratégies qu'on va appliquer pour faire grossir son audience ne sont souvent pas compatible avec les stratégies qu'on va appliquer pour faire plus de ventes. Je m'explique. Souvent, les vidéos qui vont faire le plus de ventes ou les contenus qui vont faire le plus de ventes, qui vont cartonner, c'est pas les contenus qui vont faire le plus d'audience, c'est pas non plus les contenus qui vont te faire le plus d'amis. Et souvent, au contraire, les contenus que tu vas faire qui vont cartonner, qui vont t'apporter plein d'audience, plein de likes et tout, bah c'est pas des contenus qui vont vendre et tu risques de t'éloigner de ton sujet, du cœur, de la pure valeur que tu peux apporter aux gens pour faire simplement dans le buzz, dans le clash, dans les trucs qui vont simplement faire de l'audience. Donc il faut faire attention à où on va. Il faut arrêter de se dire aussi que les gens n'ont pas d'argent. Je veux dire, si aujourd'hui tu n'arrives pas à faire de vente, c'est pas forcément que tes produits sont trop chers. Ça, c'est vraiment la dernière chose à regarder. C'est probablement que tu les vends mal ou que tu les vends pas à la bonne personne ou que c'est simplement pas des produits qui intéressent les gens. C'est ça les premières questions à se poser. Je veux dire, on est en France, ça reste un des pays les plus riches du monde. Les mecs qui payent 100 € pour avoir des Nike, ils peuvent très bien payer 50 € pour avoir une formation qui va changer leur vie. À un moment, faut être clair. Tu vois, quelqu'un qui est pas prêt à dépenser plus de 20 balles pour de l'information qui peut l'aider à progresser professionnellement, à accomplir sa passion, à réussir quelque chose dont il a toujours rêvé, ça s'appelle pas ça s'appelle juste un radin, quoi. À un moment, faut pas être là en mode il faut absolument que mes formations soient le moins chères possible pour que ça aide tout le monde. Tu sais quoi, les gens qui vont pas s'investir dans ta formation, les gens qui vont pas payer cher pour tes formations, le pire, et c'est la vérité, c'est qu'ils vont même pas la suivre jusqu'au bout. Ils vont pas la suivre jusqu'au bout, ils vont pas appliquer ces conseils. Les gens qui vont mettre 100, 200 ou 300 balles dans tes formations, je peux te garantir qu'ils vont avoir envie d'avoir un retour sur investissement et qu'ils vont appliquer les conseils. Donc ça, c'est aussi un truc à se débloquer un petit peu dans la tête, pas avoir honte de vendre cher. Alors comment on fait pour augmenter ses prix? Il y a plusieurs façons d'augmenter ses prix. La première façon, c'est de jouer sur sa clientèle. C'est de te poser la question, qui est ma clientèle? Si aujourd'hui ta clientèle, c'est des gamins de 16 ans, des gamins de 16 ans, c'est pas du tout péjoratif, mais simplement à 16 ans,
t'as pas beaucoup d'argent, et si t'en as, souvent c'est pas le tien, c'est celui de tes parents, ils vont pas forcément être super contents que tu prennes leur carte bleue pour acheter des trucs qu'ils comprennent pas. Donc mieux vaut éviter de vendre à des mineurs de manière générale. Se poser la question, à qui est-ce que je vends? Est-ce que c'est des clients particuliers? Est-ce que c'est des clients professionnels? Faut savoir que si c'est des clients professionnels, tu peux vendre beaucoup plus cher. Il est pas rare de vendre des logiciels à 1000 ou 2000 euros à des professionnels, ce qui évidemment serait beaucoup plus compliqué quand tu vends ça à des particuliers. Donc se poser la question, c'est peut-être moins glamour de vendre à des pros, mais c'est beaucoup plus facile. Ensuite, la valeur, il y a aussi quelle est la valeur de tes produits, quelle valeur apportent tes produits. Si c'est des produits qui apportent une grosse valeur, ça peut être intéressant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, ça veut dire, est-ce que des gens sont déjà prêts à payer beaucoup d'argent pour résoudre ce problème-là? Par exemple, tous les produits qui sont liés à la finance, c'est des produits évidemment qui peuvent avoir un très bon retour sur investissement, donc souvent qui peuvent être chers. Les produits aussi qui sont liés, je sais pas, au développement personnel, à la séduction, c'est un peu la même chose, même si bon, il y a beaucoup de rapia dans ce domaine-là. Se poser la question, ok, la valeur que j'apporte avec ce produit, est-ce que les gens sont déjà prêts à payer beaucoup d'argent pour résoudre ce problème-là? Je pense à la beauté, par exemple. Les femmes dépensent souvent en moyenne beaucoup d'argent pour leur physique, tu vois. Il suffit de regarder le prix des crèmes, le prix hallucinant des crèmes hydratantes et de ces trucs-là, tu vois. Ça montre quand même que, alors les hommes aussi, mais les femmes encore plus, si tu prends des études de marché, dépensent énormément d'argent pour leur beauté, donc elles sont prêtes souvent à dépenser plus d'argent si tu vends une formation dans ce domaine-là. Donc se poser la question, est-ce qu'il y a déjà un marché, combien les gens dépensent dans ce marché-là? Et puis la dernière chose pour augmenter le tarif de ces produits, c'est simplement de faire des gros produits. Bien sûr que si tu vends une vidéo d'une demi-heure, tu vas pas vendre ça à 2000 euros, faut pas se foutre de la gueule du monde. Mais si tu fais des packs de produits de plusieurs heures, ou si tu fais des gros produits, tu vas voir que tu vas pouvoir faire beaucoup plus de chiffre d'affaires. Et pour te le dire, pour te confier un petit truc entre toi et moi, tu vois, évidemment personne d'autre va entendre ça. C'est que mes produits qui marchent le mieux, c'est pas mes lancements à 59 euros, tu vois, bien évidemment. Mes produits qui marchent le mieux, et ce qui représente peut-être 60, 70, voire plus de mon chiffre d'affaires, c'est les gros produits, comme mes formations à 300 euros ou plus, c'est mes packs de produits, c'est quand je rassemble plusieurs produits et que j'en fais un pack, et que je le vends 100, 200 ou 300 euros, c'est ces trucs-là, évidemment, qui me rapportent le plus gros de mon chiffre d'affaires, même si des petites formations à 59 euros, j'en vends beaucoup plus. Donc, faut bien comprendre que si tu fais des produits qui ont plus de valeur, tu vas avoir toujours beaucoup de gens qui vont les acheter, mais en plus tu vas pouvoir les vendre plus cher et donc augmenter ton chiffre d'affaires. Donc n'aie pas peur, et il faut le tester, ça. C'est pas moi qui vais te dire à combien tu dois vendre tes formations, c'est à toi de le tester. Mais si aujourd'hui tu vends des formations à 57 euros et que tu fais pas de vente, c'est certainement pas parce qu'elles sont trop chères. Mais c'est ce que vont te dire les gens. Mais les gens, ils vont pas te dire que ton argumentaire de vente était pas bien et que si tu avais donné cet argument-là, ils auraient acheté. Parce qu'ils en savent rien. C'est à toi de faire ce travail-là. C'est à toi de t'améliorer en vente, et c'est à toi de faire un maximum de tests pour trouver la bonne élasticité prix, le bon prix dans ta thématique. On passe à la question d'Anthony. Salut Antoine, j'espère que tu vas bien. Donc moi je suis passionné par le fait de voir monter un business en ligne. Donc ça fait plusieurs années que j'ai l'impression de me surcharger le cerveau d'informations. Qu'aujourd'hui je n'ai toujours pas lancé de business car je n'arrive pas à trouver un domaine qui puisse me correspondre. Aujourd'hui, je suis salarié, j'ai des compétences en programmation sur des machines en entreprise. Et je me suis déjà posé la question si c'était judicieux de créer un business autour de ça, donc des formations pour programmer sur des machines. Donc j'ai vu que le domaine n'était pas trop exploité au niveau de ça. Et j'aimerais bien avoir tes conseils. Et à l'encontre de ça, j'ai aussi une passion qui est la musique. Et est-ce qu'il serait plus judicieux plutôt d'aller vers la passion sur le long terme, ou alors faire par rapport à mes compétences que j'ai déjà acquises? Voilà, merci. Ok, Anthony, alors, j'essaie de reformuler ce que tu me dis. Ça fait des années que tu t'intéresses à créer ton business en ligne, tu as accumulé énormément d'informations, mais t'es jamais vraiment passé à l'action. Aujourd'hui, tu en es encore au stade où tu sais pas exactement dans quelle thématique il faut que tu te lances. Est-ce que faut que tu fasses des formations sur la programmation parce que c'est là où tu as le plus de compétences, ou est-ce que faut que tu fasses des formations ou que tu crées du contenu sur la musique parce que c'est ce qui t'intéresse le plus et c'est ta passion long terme? Alors c'est une bonne question. Est-ce qu'il faut suivre sa passion long terme ou les compétences déjà acquises? Moi j'ai envie de te dire que c'est une question de carrefour, c'est-à-dire que il faut trouver, et c'est pas forcément évident, mais il faut trouver le carrefour entre quelque chose qui t'intéresse et quelque chose dans lequel tu es compétent. Et puis bien sûr il y a le troisième point qui est le marché. Mais tout ça je pense que tu le sais déjà en vrai, parce que j'en ai déjà parlé plein de fois, parce que tu as sûrement suivi des tas de formations là-dessus, et je pense que ce dont tu as vraiment besoin aujourd'hui, c'est d'arrêter de te poser ces questions-là et de le faire.
Regarde juste où t'en es là. Ça fait des années, tu me dis que ça fait des années que tu t'intéresses à ce sujet-là. Ça fait des années que tu rêves de le faire. C'est un rêve, c'est quelque chose de fort quand même. Ça fait des années que tu rêves de faire ça. Et aujourd'hui, t'as encore à te poser la question de quoi tu vas parler. Sincèrement, sérieusement. Donc arrête de te poser des questions et fais-le. Pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Qu'est-ce qui compte pour toi? Est-ce que c'est pour la liberté? Est-ce que c'est parce que t'as envie de faire ça tous les jours de ta vie? Est-ce que c'est parce que tu as envie de te lancer un défi, de vivre une nouvelle expérience? Est-ce que c'est pour l'argent? Sois honnête avec toi. Pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Et puis une fois que tu sais pourquoi tu veux faire ça, oblige-toi à le faire. Engage-toi, lance-toi un défi, mets-toi au pied du mur. Tu sais ce que je ferais si j'étais toi? On va être clair. Tu sais ce que je ferais si j'étais toi là? Je me lancerais... Attends. Tu te loues un Airbnb dans un endroit paumé où t'as pas d'amis et où t'as rien à faire. Tu prends ça, généralement les endroits paumés où t'as pas d'amis, où t'as rien à faire, c'est pas cher, hein, on va pas se mentir. Donc tu te loues un Airbnb dans un endroit comme ça pendant une semaine. Une semaine. Et pendant cette semaine, qu'est-ce que tu fais? Tu lances ton projet. Tu lances ton truc, tu crées, je sais pas si c'est une chaîne YouTube, c'est un podcast, si c'est un blog, si c'est un site. Tu crées ton truc, tu fais 3 contenus déjà pour te lancer. Tu te lances, tu fais ton truc, tu commences à réfléchir à une idée de formation et tu ne reviens pas tant que ton truc n'est pas lancé. Quelle que soit la thématique, on s'en fout. Là, le problème, c'est pas la thématique, le problème, c'est de le faire. Donc tu te lances, tu fais ton truc, tu te mets au pied du mur, tu fais en sorte que tu n'aies plus le choix. Moi, j'ai déjà raconté souvent, quand je me suis lancé, vraiment lancé, c'est-à-dire que pendant 3 ans, j'ai procrastiné, j'ai accumulé plein d'infos, j'ai quand même fait des trucs, tu vois, c'est-à-dire que j'ai lancé un blog, j'ai lancé des formations, ça a plutôt bien marché, je savais que ça pouvait marcher, mais j'ai procrastiné parce que j'étais confortable. Ce que j'ai commencé à faire au bout de 3 ans, ce que j'ai fait, enfin c'était une décision un peu radicale, c'est que j'ai dit ok, je fais une année de césure, je fais une année de pause dans mes études, j'arrête de travailler. Et je pars à l'autre bout du monde, tout seul, dans un endroit que je connais pas, Sri Lanka, tu vois, j'arrive à Colombo, je me fais escroquer par un gars au bout de 5 minutes, il y a tout le monde, je suis le seul blanc dans mon quartier, quoi, tu vois, l'angoisse. Et donc je suis là, dans cet environnement-là, et j'ai plus le choix, en fait. J'ai pas d'amis, j'ai pas grand-chose à faire, tu vois, à part visiter, bon... Il y a un moment, j'ai plus le choix, il faut que je le fasse, parce qu'il faut bien que je gagne ma croûte, il faut bien que je puisse payer l'hôtel la semaine prochaine, quoi. Donc je le fais, je lance mes trucs, et puis ça marche. Mais pourquoi ça marche? Ça marche parce que je suis au pied du mur, parce que j'ai pas le choix. Donc il faut à un moment tu vois, le problème c'est que si tu restes dans le même environnement, dans le même endroit, avec les mêmes gens, avec le même boulot, tout ça, comment tu veux prendre une décision de vie radicale? Comment tu veux te lancer, avoir des résultats radicaux? C'est pas possible parce que tu restes imprégné par ton environnement. Il faut changer radicalement d'environnement. Et puis après, tu reviens dans ton ancien environnement et ça va mieux parce que tu t'es déjà lancé. Le jour, j'ai envie de te dire une chose aussi, c'est que le jour où tu ne pourras plus revenir en arrière, c'est le jour où tu gagneras de bons revenus avec ton activité. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je conseille aux gens de lancer des formations, de lancer des produits le plus vite possible, de monétiser leur truc le plus vite possible. Parce qu'après, t'es sûr, t'as un point de non-retour. Quand tu commences à bien vivre de ce que tu fais, tu te dis mais je vais pas m'arrêter parce que si je m'arrête, je coupe ma première source de revenus, quoi. Donc tu te mets au pied du mur, tu lances ça très 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 vite, peu importe la thématique, on s'en fout, tu vois, tu lances ton truc, si ça marche pas, tu t'en refais un, c'est pas grave. Mais là, le problème, c'est que quelle que soit la thématique que tu vas choisir, tu vas continuer à procrastiner, j'en suis sûr. Donc fais-le. Ensuite, j'ai une question de Philippe. Salut Antoine, c'est Philippe. Ça fait plusieurs mois que j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat, du développement personnel et de globalement tout ce qui peut aider à sortir du système que l'on nous propose depuis l'enfance. En général, je picore mes informations ces différentes personnes. Avec toi, j'ai énormément accroché et raté aucun poste depuis que je t'ai découvert. Et ce, par ta vision des choses, la manière dont tu les transmets et ton vécu par rapport aux études. Ça me fait remettre en question cette phrase qui est de tête. Il ne faut pas proposer aux clients ce qu'on croit qu'ils veulent, mais bien ce qu'ils veulent réellement. Ne faudrait-il donc pas aller à fond dans ce que l'on fait et consacrer son énergie à trouver les personnes réceptives à ce qu'on a à leur offrir? Je te remercie pour ta réponse. Continue, tu m'as énormément aidé. Bonjour et merci Philippe. Alors je suis pas sûr d'avoir compris ta question, je vais essayer de la reformuler, peut-être que je me suis planté. Moi ce que j'ai compris, c'est la question que tu te poses, c'est est-ce qu'il faut essayer de s'adapter au monde des autres ou faire ce que l'on sait faire de mieux et trouver des personnes qui sont réceptives à ça et qui vont devenir clients parce que ça les intéresse. Donc c'est une bonne question et la réponse est compliquée. La réponse pour moi c'est oui et non.
D'abord, c'est oui, parce que je suis convaincu que tu peux créer quelque chose autour de ta passion, quelle que soit ta passion. Il y a toujours d'autres gens passionnés. Ces gens sont prêts à dépenser de l'argent là-dedans. Ces gens sont prêts à progresser la plupart du temps. Donc, je suis convaincu qu'on peut quasiment dans tous les domaines créer un business efficace et rentable. Ça, j'en suis convaincu. Et qu'on n'a pas besoin d'être dans un domaine qui ne nous plaît pas, qui ne nous intéresse pas. Tu vois, si on n'a pas besoin, si on n'en a pas envie de devenir salarié d'une grosse boîte qui vend du dentifrice. On peut créer quelque chose autour de quelque chose qu'on aime. Par contre, et je pense que c'est là la vraie tromperie là-dedans, est-ce que beaucoup de gens, là où beaucoup de gens ont du mal, c'est que c'est pas parce que ça t'intéresse que ça va marcher. Il faut trouver ensuite... il ne suffit pas d'être passionné par le truc, il faut trouver un marché. C'est-à-dire que si t'aimes la musique, il suffit pas de jouer de la musique pour gagner de l'argent. Ou alors tu joues dans la rue et tu gagnes des pièces, quoi. Mais c'est pas comme ça que tu vas monter un business vraiment rentable. Ou alors tu fais partie du top 0,001% des stars multimillionnaires. Mais c'est pareil, c'est un peu comme gagner au loto, c'est très difficile. Si t'es passionné, je sais pas, par la cuisine, il suffit pas de faire la cuisine pour très bien gagner sa vie et pour créer un bon business. Si t'es passionné par, par l'écriture, il suffit pas d'écrire. Tu vois, il y a pas beaucoup d'écrivains qui gagnent bien leur vie et qui arrivent à s'en sortir. Donc, la question à se poser, c'est d'accord, je crée un truc autour de ma passion, mais où est le marché ? Où est le marché ? Par exemple, on parlait tout à l'heure avec Jennifer de sa thématique. Jennifer, j'imagine que tu aimes bien écrire, tu vois. Si c'est ta thématique, quand même, j'imagine que c'est quelque chose qui te plaît. Bon, quand t'aimes bien écrire, t'as deux choix. Soit t'essaies de devenir romancier à succès, et encore une fois, c'est essayer un peu de devenir une rockstar de son domaine, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, des romanciers à succès. Donc statistiquement, les chances sont faibles. Soit tu décides de créer un business autour de ça, c'est-à-dire par exemple d'aider les gens qui veulent apprendre à écrire. Et là, c'est beaucoup plus facile, parce que des gens qui veulent apprendre à écrire, il y en a plein. Et ces gens-là, souvent, sont prêts à dépenser beaucoup plus que quelqu'un qui aime simplement lire pour le plaisir. Donc là, on a quelque chose à faire. Donc ce que j'ai envie de te dire, c'est tu peux créer un business autour de ta passion, mais ça ne suffit pas d'être passionné. Il faut trouver ton marché. Et là où tu vas trouver ton marché, pour moi, la meilleure chose que tu peux créer, elle est au carrefour entre ce qui te passionne et les besoins de ton marché. C'est au carrefour entre ce qui te passionne et les besoins de ton marché. Et souvent, malheureusement, c'est pas glamour. C'est vrai que c'est moins glamour de donner des conseils en écriture que d'être écrivain à succès. C'est vrai que c'est moins glamour d'aider les gens à maîtriser un instrument de musique que de devenir une star de la musique. Et c'est vrai que c'est moins glamour d'aider les gens, dans mon cas, à créer du contenu, à monter un business autour de ça, que de devenir Casey Neistat et de faire des millions de vues sur YouTube. C'est moins glamour, mais c'est beaucoup plus accessible à beaucoup plus de monde et ça permet d'avoir souvent des résultats beaucoup plus importants et de pas galérer et de se plaindre toute sa vie. Donc ça, c'est ma réponse à ta question. Peut-être que je suis passé à côté de ta question, il y avait peut-être plusieurs questions en une. Moi, c'est à peu près ce que j'ai vu, j'espère que ça pourra t'aider. Et puis j'ai une dernière question, une question de Dorian. Salut Antoine, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Dorian, j'ai 18 ans et j'aimerais bien lancer une formation sur le montage vidéo. Donc j'ai déjà commencé par faire un plan et tout, mais là ça fait plusieurs semaines que je me dis qu'il faut que je le fasse, que je commence, et pourtant je procrastine, je repousse tout le temps, et du coup j'aimerais bien savoir si tu as des conseils. Merci beaucoup et continue ce que tu fais, c'est super. Alors avant de te parler de la procrastination, bonjour Dorian, juste une chose. La thématique du montage vidéo, t'es pas tout seul dessus. Je pense que tu le sais, il y a beaucoup de gens qui sont là-dessus. Il suffit d'aller sur un site comme Udemy ou Skillshare. Tu tapes, Final Cut Pro ou Premiere et tu vas voir des dizaines, voire des centaines de formations là-dessus. Donc la première question à se poser, ça va être comment est-ce que tu peux te différencier et comment est-ce que tu peux faire pour créer une vraie relation avec ton audience. Est-ce que déjà tu as une audience ? Si déjà tu as une audience qui te suit et qui aime ce que tu fais, tu as déjà plus probablement que 80% des mecs sur Udemy ou sur Skillshare qui n'ont de base pas d'audience, qui se contentent de proposer une formation généraliste qui va se périmer dans un an. Donc déjà tu as quelque chose de plus. Quelle qualité tu peux développer ? La principale qualité à développer, bien sûr, c'est la pédagogie. C'est-à-dire que l'objectif là, ça va être que les gens se disent, les gens qui te suivent, qui se disent si je veux une formation sur le montage vidéo, je suis obligé d'aller voir Dorian parce qu'il n'y a personne d'autre qui va pouvoir mieux m'expliquer que lui. Donc soit tu développes une pédagogie particulière, un sens de la pédagogie, soit tu développes un système qui t'appartient. Par exemple, tu montes, alors je sais pas si c'est vraiment possible dans ta thématique, mais une technique pour monter les vidéos de manière radicalement différente de ce que font les gens, ou alors sur un logiciel que personne n'utilise, seulement les gens qui font X. Bref, trouver un angle d'attaque où tout de suite
t'élimines 90% de tes concurrents parce que les gens n'ont plus le choix que de venir chez toi. Donc pose-toi la question, comment est-ce que je pourrais faire en sorte que les gens ne puissent pas me remplacer par quelqu'un d'autre ? Est-ce que c'est grâce à la relation qu'on a nouée ? Est-ce que c'est parce que je suis super sympathique et que j'explique super bien les choses ? Est-ce que c'est parce qu'il y a personne qui fait les choses comme moi et que les gens ont appris avec ma méthode, donc ils ne se retrouveront pas dans une méthode de quelqu'un d'autre, etc., etc. Se poser cette question-là. Ensuite, la procrastination, j'ai envie de te répondre la même chose qu'à Anthony. C'est-à-dire que tu n'en as pas assez besoin. Le problème quand on procrastine souvent, c'est qu'on n'en a pas assez besoin. On en a envie, on n'en a pas assez besoin. Quand tu as besoin, tu procrastines pas, tu le fais. Quand tu as besoin de manger, tu dis pas « j'ai la flemme, je mangerai dans 2 heures ». Non, tu vas manger tout de suite. Donc là, c'est pareil, il faut en avoir besoin. Et le conseil que je peux donner, c'est le même que je donnerais à Anthony, c'est te dire loue un putain de Airbnb avec Wi-Fi loin de chez toi, dans un endroit chiant et où t'as pas d'amis pendant une semaine, où t'as que ça à foutre de faire ta formation. Tu mets ton portable en mode avion, tu te laisses pas interrompre et tu ne reviens pas chez toi sans ta formation prête à vendre. Quand tu reviens, ta formation, elle est là, elle est prête, elle est sur ton Google Drive, t'as plus qu'à appuyer sur un bouton et c'est parti. Donc c'est probablement le meilleur conseil que je peux donner aux gens qui procrastinent, c'est, alors moi j'ai appelé ça les retraites productives, c'est ce que j'ai fait moi il y a quelques années, je m'étais retrouvé un moment en Bulgarie, puis je m'étais pris une semaine pour faire ma première formation Maker Pro. Je m'étais dit allez, je fais une semaine, je fais que ça, je l'ai fait à fond et j'ai rien fait d'autre, j'ai quasiment rien visité, tu vois, j'ai quasiment rien fait d'autre, j'ai juste fait ça et je me suis dit allez, c'est un peu comme une retraite productive, c'est-à-dire que c'est un truc que j'aurais beaucoup de mal à le faire chez moi parce que j'ai plein de distractions, plein d'autres priorités et là j'en ai fait ma priorité. L'objectif c'est d'en faire ta priorité. Tu sais quoi, si t'as déjà randonné, tu sais ce que c'est. Moi j'ai randonné là quelques jours sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle au printemps avec un pote, et il y a un truc qui est magique en randonnée, c'est que tu n'as plus aucune responsabilité et ta seule responsabilité c'est de mettre un pied devant l'autre. Ta seule responsabilité devient d'avancer. D'un coup, t'as plus besoin d'appeler ta banque, de faire des trucs, t'as plus besoin de prendre rendez-vous avec des potes que t'as pas vu depuis longtemps, t'as plus besoin d'ouvrir au livreur Amazon, t'as plus besoin de faire tous ces trucs qui te pompent du temps et qui te prennent tes priorités. La seule chose que tu as à faire, c'est de mettre un pied devant l'autre. Et du coup, tu sais quoi ? Tu le fais quoi. Tu mets un pied devant l'autre et t'avances parce que t'as rien d'autre à faire quoi. Si tu t'arrêtes, t'auras plus rien à faire, donc ta priorité c'est d'avancer, donc t'avances et tu fais tes 25 bornes par jour. Et c'est un peu pareil, tu vois, avec ces tâches. L'idée c'est, si c'est un truc qui est vraiment important pour toi, tu te prends du temps où ta priorité numéro 1, ça ne devient plus que ça. Ta priorité numéro 1, c'est de faire ce truc. Et t'as aucune autre priorité qui vient te parasiter le cerveau. Et ça, pour moi, c'est un truc qui vient court-circuiter le circuit de la procrastination et qui peut vraiment te permettre d'avoir des résultats très rapides. Donc il faut partir évidemment avec un objectif. Ton objectif, c'est de revenir avec une formation. Et tu ne reviens pas tant que t'as pas atteint cet objectif. Voilà, je pense que j'ai répondu à pas mal de questions aujourd'hui. On est à 31 minutes. Alors si tu veux me poser des questions sur le répondeur, n'hésite pas. Tu cliques sur le lien qui est en description, il y a un lien où il y a marqué le répondeur avant, c'est pas très difficile à trouver, et tu me laisses un message. Tu peux le faire directement là tout de suite depuis ton smartphone si tu as un smartphone sous la main, tu peux le faire aussi sur ton ordinateur, c'est pas compliqué, t'as juste, tu vois, c'est le logiciel, t'as juste à appuyer sur un bouton à parler. Tout ce que je te demande c'est de faire moins d'1 minute, d'essayer si possible de faire une question qui n'a pas encore été posée et de pas trop être spécifique. Malgré tout, si tu poses une question par rapport à tes thématiques, dis-moi quand même quelle est ta thématique, ça me permettra de t'aider un peu plus. Mais essayez peut-être de poser des questions un peu originales qui vont aider peut-être davantage de monde auxquelles j'ai pas forcément répondu juste avant, ce serait top. Mais n'hésite pas, il n'y a pas de mauvaise question. Enfin, si c'est une mauvaise question, de toute façon, j'y répondrai pas, donc il n'y a pas de problème. Tu peux simplement, cliquer et envoyer ta question. Si tu écoutes samedi, un dernier appel, t'as le pack vente qui est toujours disponible, t'as le lien en description. Si t'arrives après samedi, c'est trop tard. Et puis nous on se retrouve, moi je te souhaite un bon week-end. Si t'as pris le pack vente, je t'invite à commencer à regarder les premières formations. Je te souhaite un excellent visionnage et nous on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.